Bonjour Stars Up. Alors les inspirations d'Alien, elles sont nombreuses, elles sont multiples. La première et la principale, si ce n'est pas vraiment une inspiration, c'est une sorte de continuité, c'est qu'Alien vient s'inscrire dans la suite d'un film qui n'a jamais existé, qui a été un projet pharaonique, tentaculaire, gigantesque, qui était l'adaptation de Dune de Frank Herbert par Alejandro Jodorowsky. Il y a un documentaire qui retrace ce film totalement incroyable qui devait être produit par Jérôme Seydoux avec un casting XXL, Mick Jagger, Orson Welles, avec une musique des Pink Floyd et avec quelques artistes que l'on va retrouver derrière au générique d'Alien, notamment le scénariste Dan O'Bannon et last but not least l'artiste graphique Hans-Rudi Giger qui avait été embauché pour dessiner, pour designer toute la partie la plus sombre de Dune, à savoir celle des Harkonnen. Et donc c'est sur ce projet que se rencontrent Dan O'Bannon et Giger. Dan O'Bannon va scénariser derrière un film qui est aussi une sorte de pré-alien qui va le laisser très frustré, qui est le film Dark Star de Carpenter. Et suite à cette expérience qui était assez insatisfaisante pour lui parce qu'il pensait ne pas avoir réussi à aller au bout de ce qu'il voulait développer, et bien finalement ils vont se retrouver, Dan O'Bannon, Walter Hill. Dan O'Bannon va aller chercher Giger qui vient de sortir son album Necronomicon, dans lequel il y a quelques figures qui vont préfigurer justement ce que sera la créature alien. Et voilà, tout ce petit monde va se réunir et donc produire ce scénario, cette histoire, cet univers graphique sous la houlette de Ridley Scott, donc quelques années plus tard, puisque le tournage d'Alien est en 78. Alors Giger, c'est que dire, c'est un artiste suisse qui a cet univers et qui va créer, ou en tout cas donner ses lettres de noblesse à ce qu'on appelle le biomécanique. Donc quand on plonge un peu dans l'œuvre de Giger, et d'ailleurs c'est assez intéressant, moi je m'en suis rendu compte a posteriori, après avoir vu le film, on voit pas immédiatement, et pour un certain nombre de raisons, pour des raisons de budget, parce que Ridley Scott ne voulait pas que sa créature ressemble à un être humain. Alors il avait choisi cet acteur immense, Balaji Badejo, qui fait 2,10 m, mais en fait, même malgré sa silhouette filiforme, quand la créature apparaissait, Scott avait l'impression de voir un être humain dans un costume. Donc finalement, voilà, faute de moyens, il a fini par de plus en plus dissimuler la créature, et en fait on voit assez peu et assez mal et intentionnellement finalement ce que sont ces créatures, que ce soit d'ailleurs le xénomorphe mais aussi le facehugger. Et quand on retourne au dessin de Giger, on se rend compte à quel point ils sont extraordinairement sexualisés, hein. On voit bien que l'intérieur et la fente du facehugger est ni plus ni moins un vagin, que sa trompe est un pénis. Alors il y a évidemment le crâne, la forme oblongue de l'alien qui était éminemment phallique, mais voilà, c'est tout cet univers très noir, très pornographique, hein, très mécano-pornographique, qui est celle de cet artiste suisse qui d'ailleurs va accéder à la notoriété grâce à cette saga Alien et grâce à ces créatures qui vont mettre les projecteurs sur son œuvre. C'est vraiment ça qui est passionnant dans Alien, et c'est ça qui est passionnant rétrospectivement, c'est que Alien va complètement briser et détruire tous les cadres de la science-fiction cinématographique tels qu'ils ont été établis depuis les 10-20 années précédentes. C'est-à-dire que l'espace, c'est The Final Frontier, c'est la dernière frontière, c'est évidemment Star Trek, ce sera aussi Buck Rogers, c'est évidemment Flash Gordon, même si le film arrive plus tard, en tout cas les comics arrivent avant, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le nouveau Far West, l'exploration, la conquête, donc dans quelque chose finalement de très colonial, où l'être humain tout puissant technologiquement va aller découvrir d'autres mondes, d'autres races inconnues, soit pour les civiliser, soit pour se confronter à leur étrangeté, à leur différence, et pour au final nous dire que quand même nous les êtres humains on vaut vachement mieux.
Et ce qui est intéressant dans Alien, c'est que ce cadre-là est totalement détruit. Il est détruit parce que Alien, ce n'est pas une histoire de conquête spatiale. Alien, ce ne sont pas des héros, des héroïnes, ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas comment dire, des pilotes d'essai, ou en tout cas cette espèce de figure masculine et héroïque traditionnelle. Dès le début dans Alien, on est face à des prolétaires, on est face à des ouvriers, on est face à des soutiers de l'espace. On n'est pas dans un vaisseau de combat, on n'est pas dans une lutte finalement manichéenne du bien contre le mal, du méchant empire contre les gentils rebelles. On est bien face à des prolétaires, et d'ailleurs c'est le premier dialogue qu'il y a après leur réveil, face à des gens qui sont ici, qui sont dans un vaisseau minier qui ramène du minerai des confins de la galaxie. Et ça change tout, ça change l'esthétique, ça change évidemment la dialectique, ça change évidemment le message finalement qui est celui qui était livré jusqu'à présent par celui du space opéra, pour nous plonger dans quelque chose de tout autre. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point Alien est vraiment une révolution à plein d'égards. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ces héros ne sont pas des héros, ce sont des gens lambda, des gens qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas supérieurs à la norme, qui ne sont pas des élus. Ce sont des gens qui sont des victimes, qui sont de la chair à canon, et qui sont de la chair à canon du fait des intérêts toxiques, souterrains d'une méga compagnie. Donc c'est vraiment assez surprenant quand on se replonge et qu'on voit avec le décalage de l'histoire à quel point ce film est un film incroyablement politique, politique dans la façon qu'il a de représenter l'espace, politique dans la façon qu'il a de casser encore une fois tous ces codes de la narration coloniale ou colonisatrice, et puis avec évidemment ce coup de génie de Ridley Scott de faire de la Final Girl, alors on ne parle pas encore de Final Girl, mais néanmoins enfin, de faire de la seule survivante et de son héroïne une femme. Ce qui est intéressant, c'est que Ripley, dans le script original, n'est jamais nommé. D'ailleurs, on ne connaît pas son prénom dans le premier Alien, on l'apprendra dans le deuxième. Mais Ripley était un personnage indéterminé, on ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Et c'est Ridley Scott qui va caster Sigourney Weaver, qui est une jeune comédienne plutôt issue du théâtre de Broadway, donc plutôt d'un milieu un peu intellectuel. Elle avait fait de la figuration, ou en tout cas des petits rôles dans quelques films, mais elle était totalement inconnue. Et donc, voilà, si on assemble tous ces éléments, on voit à quel point ce film est non seulement incroyablement novateur, avant-gardiste, et comment il va a posteriori totalement casser la narration spatiale et même renouveler profondément le genre de la science-fiction en y incluant par ailleurs cette partie d'horreur qui ensuite va devenir un genre qu'on appelle aujourd'hui le space horror. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, la Terre est totalement hors champ. La Terre est totalement hors champ du premier Alien. Elle est quasiment hors champ de la première saga, puisque même dans Alien la Résurrection, le film de Jean-Pierre Jeunet, dans la version qui sort au cinéma, la fin, le film coupe avant que le vaisseau touche la Terre, alors que dans la version qu'il a remontée, qui est aujourd'hui disponible dans le DVD, il a ajouté cette scène finale où Sigourney Weaver, attention spoiler, se retrouve seule avec l'androïde Cole, joué par Winona Ryder, à Paris devant une tour Eiffel effondrée. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même une évocation de cette vie terrestre au début du deuxième, dans Aliens le retour, lorsque Sigourney Weaver et que la capsule du Nostromo est captée, mais on ne touche pas la Terre puisqu'on reste dans la station orbitale où Sigourney Weaver apprendra d'ailleurs que sa fille a disparu. C'est intéressant parce qu'en fait je pense que c'est vraiment pas du tout le propos ni de Ridley Scott ni d'aucun des réalisateurs des aliens suivants. Ça ne raconte plus tellement l'histoire de la Terre, et ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. On n'est pas du tout dans une fiction d'anticipation avec une curiosité de que serions-nous devenus. Ce qui est intéressant dans Alien, c'est que
tous les réalisateurs, tous les scénaristes ont vraiment voulu explorer à leur manière ce rapport entre l'homme et la bête, entre cette créature qui est vécue comme un organisme parfait. Souvenons-nous de ce que dit Ash à Sigourney Weaver dans le premier. Il dit voilà, c'est un organisme parfait qui n'est pas soumis au doute, au scrupule, au remords. Voilà, vous n'avez pas beaucoup de chance, mais vous avez you have my sympathies. Vous avez je ne sais même plus comment traduire ça. Bref, peu importe. La Terre, le devenir de l'humanité n'est évidemment pas le sujet d'Alien. Le sujet d'Alien, c'est le profit, c'est la destruction de ce qu'il y a d'humain en nous par la machine capitaliste et d'une part, et par cette bête qui est un organisme parfait, c'est-à-dire le prédateur ultime. Même si on pourra discuter sur le terme prédateur en fonction évidemment des rencontres et des parallèles qu'il peut y avoir avec les Yoja et avec cet autre monstre de cinéma qui est le prédateur, mais en tout cas avec cette espèce de ruche qui représente notre fond pulsionnel, sexuel, absolument destructeur et qui fait tellement écho à nos pulsions les plus enfouies que c'est à mon avis des raisons du succès de cette saga.